Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin au micro de Patrick Roger. C'est Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance. Oui, bonjour Prisca Thévenot. Bonjour à tous. La confirmation d'Elisabeth Borne, la grande semaine des consultations, quel gouvernement, quelle ouverture, la nouvelle Assemblée, les priorités à venir, le pouvoir d'achat, l'appel à des économies d'énergie, l'IVG dans la Constitution, tant de questions que nous allons essayer d'aborder en un petit quart d'heure. Alors commençons donc par le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Certains, dans l'entourage de la majorité, ont fait pression, paraît-il, pour un changement de Premier ministre, au poste en tout cas à Matignon. Elisabeth Borne est-elle vraiment la mieux armée pour faire face à la crise politique et économique que traverse actuellement le pays? Eh bien, qui est Elisabeth Borne? C'est une femme d'expérience, c'est une femme compétente et c'est une femme engagée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le moment dans lequel nous sommes, un moment politique où nous devons nous réinventer, dans le moment aussi de société où nous avons de grands défis à relever, Elisabeth Borne est la femme de la situation. Nous avons besoin de stabilité dans ce moment politique extrêmement mouvant. Elisabeth Borne est la femme qui permet cela. Alors pourquoi certains la remettaient en cause, y compris des grands leaders? Il paraît que François Bayrou n'était pas très favorable. Débat ne veut pas dire forcément remise en cause. Effectivement, oui. Le débat existe. On nous a reproché, et je pense qu'on continuera à nous reprocher, que nous parlions d'une seule voix. Oui, nous parlons d'une seule voix quand il s'agit de décider pour les Français, mais bien évidemment, en notre sein, nous avons aussi des débats, animés et fermes. Parler d'une seule voix, ça veut dire quoi ? Eh bien, quand on nous demande quelle est notre position pour les Français, nous sommes effectivement sur une dynamique de progrès social, environnemental, économique. Nous sommes pour l'atteinte du plein emploi, oui. Nous sommes pour réduire les déficits publics, nous sommes pour baisser les impôts pour les Français. Ça, ce sont des lignes claires et cohérentes. Parler d'une seule voix, mais il faut entendre aussi les autres voix qui se sont exprimées justement lors des législatives, non ? Eh bien, nous sommes complètement d'accord et... les voix qu'il faut surtout entendre et remettre au cœur du débat, c'est celle des Français. Celle des Français qui ont permis effectivement d'avoir une Assemblée nationale à l'image de la pluralité politique de la France. Et donc ces voix-là, nous devons les entendre. Et j'insiste sur les voix des Français plus que sur les voix de quelques politiques. Alors c'est ce que va faire Elisabeth Borne, qui reçoit toute la semaine et à partir notamment d'aujourd'hui les présidents à l'Assemblée. Quel est l'objectif recherché? Une coalition, c'est ça? D'une démarche de co-construction, une démarche de dialogue, une démarche de débat qui peut être très ferme, intense, dure, mais si c'est pour aboutir sur une solution durable, pérenne et surtout avec des solutions efficaces pour les Français, eh bien tant mieux. C'est ce que nous ont demandé les Français. Le message adressé par les Français est très clair. Le président de la République l'a entendu, l'a compris, l'a intégré. Maintenant, nous attendons la démarche des oppositions. Et pour être très clair... La démarche des oppositions, c'est-à-dire, c'est quoi Eh bien, est-ce qu'ils sont d'accord pour s'inscrire dans cette volonté d'être une opposition de débat, de dialogue, de construction? Et pour être très clair, certains... même nombreux de plus en plus le sont. Ça ne veut pas dire qu'ils seront dans la compromission. Fabien Roussel, quand il laisse la porte entrouverte, qu'est-ce que vous avez compris d'ailleurs dans son message à Fabien Roussel? Eh bien, qu'il est un homme politique responsable, qui ne déviera pas de ses convictions, et dont la première, c'est celle de faire pour les Français. Il a été élu pour cela, et il le dit. Mais il n'y a pas que Fabien Roussel, il y a par exemple Jean Rottner, qui le dit aussi. Les LR, oui. Ben oui, donc je veux dire, les voix commencent à se faire dans ce sens. Écoutons-les. Il ne s'agit pas d'être en opposition avec sa propre famille politique, mais d'être en construction pour les Français. Oui, chez les LR, il y a une division, non? C'est ce que vous avez remarqué, parce que Jean Rottner, lui, mais il n'est pas à l'Assemblée nationale, donc il peut le dire ce qu'il veut, alors que Olivier Marleix, lui, le patron des LR à l'Assemblée, lui dit pas question d'un rapprochement. Alors déjà, je ne suis pas porte-parole des Républicains, sûr, mais... donc je ne pourrais pas imaginer ce qu'il se passe en leur sein. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas opposer Jean Rottner avec les députés, les Républicains à l'Assemblée nationale, puisque Jean Rottner reste un élu local, c'est un président de région, et donc nous avons tous chevillé au corps, que ce soit les élus nationaux que les élus locaux, l'avenir de nos concitoyens. Oui. Du côté de LFI et de la gauche, parce qu'on n'oublie pas qu'Emmanuel Macron, avant le second tour de la présidentielle, avait reçu leur soutien, direct ou indirect. Est-ce que certains de la NUPS pourraient travailler aussi avec vous? Je pense qu'ils doivent surtout apprendre à travailler avec les Français, pour les Français. Et c'est bien cela dont il est question. J'aimerais juste rajouter sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, nous laisse à croire qu'il est l'alpha et l'oméga de la politique française. Excusez-moi, c'est complètement faux. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les urnes. Pendant des mois, il nous a dit qu'il voulait être président de la République. Très bien.
Force est de constater qu'il est ni arrivé au second tour, et au premier tour, il est arrivé 3e. Après, il nous a dit qu'il allait prendre sa revanche sur les législatives et avoir une majorité lui permettant d'être élu Premier ministre. Encore une fois, les urnes l'ont démenti. Et au lendemain des législatives, il nous a dit quoi? Qu'il allait être le grand leader de cette nouvelle gauche réunie. Et je crois que c'est faux. On vient de parler de Fabien Roussel, on pourrait parler d'Olivier Faure. Donc, encore une fois, je pense que nous ne devons pas tourner tout notre débat politique qui devient un débat politicien autour de la seule personne de Jean-Luc Mélenchon, mais bien autour des seules personnes qui comptent, les Français. Bon, donc ça semble difficile avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est possible de travailler avec le RN? Certains dans la majorité disent qu'il faut être pragmatique. Je me suis engagée en politique notamment pour combattre l'extrême droite. Et je ne dévierai pas de cette ligne-là. Mais c'est-à-dire le RN, vous considérez que c'est toujours de l'extrême droite? Oui, je considère que c'est de l'extrême droite. Toutes les personnalités du RN? Je ne parle pas des... Attention, je suis engagée en politique non pas pour combattre des personnes, mais des idées. Et donc, je le redis très clairement, je ne combats pas individuellement les personnes du Rassemblement national. Je combats les idées qu'ils charrient. C'est juste ça. Mais c'est important. Parler de préférence nationale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la France dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous voulons continuer à vivre. Emmanuel Macron défend la souveraineté. Alors, c'est pas de la préférence nationale, mais la souveraineté française, notamment aussi. Nous ne considérons pas au sein de la majorité présidentielle les personnes pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. Voilà la différence. Bon, mais alors, est-ce que vous pouvez travailler quand même, d'une manière ou d'une autre, avec le RN? Si certains sont prêts à être avec vous? Nous sommes là pour travailler pour les Français. Des projets de loi seront présentés, des propositions de loi seront présentées. Ensuite, chacun en son âme et conscience de voter en fonction de ce qu'il s'est engagé à faire pour les Français, c'est-à-dire à faire pour eux. Oui. Robert Ménard s'est déclaré ce week-end prêt, si besoin, pour la France, dit-il. Est-ce qu'il ferait un bon ministre? Je ne sais pas. Je sais que sur plein de sujets, je ne suis pas du tout en lien avec Robert Ménard. Je pense que Robert Ménard a peut-être des ambitions. Elles sont tout à fait légitimes, mais la seule ambition qui vaille en ce moment, ce n'est pas une ambition personnelle, c'est une ambition collective. Non, mais il le dit, c'est pour l'utilité de son pays. Eh bien, s'il le dit, il a tout à fait le droit de le dire. Maintenant, je continue à dire, les ambitions personnelles ne sont pas l'objet du débat actuel. Mais vous, dans la majorité, vous n'êtes pas... Vous répondez quoi à cette main tendue, alors, de Robert Ménard? Vous dites non, il n'en est pas question? Mais ou quelles sont les lignes de Robert Ménard? Je ne sais pas, c'est à vous de les fixer, peut-être, non? C'est peut-être à lui de les dire. Quelles sont les lignes de Robert Ménard sur l'immigration? Quelles sont les lignes de Robert Ménard sur le poids de l'Europe dans notre démarche nationale? Quelles sont les lignes de Robert Ménard sur la laïcité? Voilà, je pense qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Nous ne sommes pas sur des ambitions personnelles, mais des ambitions collectives, encore plus que jamais. Oui, Prisca Thévenot, si je vous suis bien, il y a encore du chemin à faire, quoi, pour que Robert Ménard travaille avec vous, avec une majorité, quoi. Plus que jamais... Plus que jamais, les Français nous ont réexpliqué que le cœur battant de la vie politique française, c'était l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, on va savoir exactement ce qui va se passer pour les 5 prochaines années. Plus que jamais, nous allons pouvoir avoir du débat de fond, pour pouvoir ambitionner pour la France. Les distributions de postes des uns et des autres, honnêtement, m'intéressent très peu. Oui, bon, sauf qu'il faut constituer quand même un gouvernement. Il sera constitué. Pour l'instant, nous avons une première ministre au travail, engagée, avec un premier projet de loi qui va arriver très vite sur les bancs de l'Assemblée. Oui, alors, c'est quoi le gouvernement d'action qui est annoncé, justement? C'est un remaniement assez large, avec des personnalités civiles qui vont venir prêtes à l'action? Ça peut être plusieurs, effectivement, propositions. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a aussi des ministres qui ne pourront plus être au gouvernement, les ministres battus. C'était une promesse lors des législatives, elle sera tenue. Mais ça, également, c'est certain. Amélie Montchalin, par exemple, elle ne peut pas rester. C'était une règle, effectivement. Quand on annonce une règle, on la respecte. En tout cas, c'est comme ça que nous fonctionnons. Maintenant, l'enjeu que nous avons, c'est plutôt que d'essayer de faire un casting à la télé-réalité, c'est de faire effectivement une équipe unie et soudée qui sera capable de travailler ensemble. Nous avons vécu des crises impressionnantes. La crise du Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Ce qui nous a fait tenir en tant que pays souverain, c'est le fait que l'équipe gouvernementale était capable de travailler ensemble, même si les personnalités pouvaient être différentes. Oui, il y a le hashtag pas de rentrée en septembre qui est apparu hier soir sur les réseaux sociaux après l'interview de Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il a été maladroit dans ses déclarations quand il a parlé des emplois du temps, là, justement sur le remplacement des professeurs?
Je ne sais pas s'il est maladroit, en tout cas, il dit les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons telles qu'elles besoin... sont, on dit que dans les établissements, il ne connaît pas bien, visiblement, les emplois du temps, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de remplacer un professeur et puis ensuite, quand il revient, de prendre du temps sur une autre matière. C'est compliqué, ça. Oui, tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça faisait l'objet d'un des déplacements que le président de la République avait fait, justement, avec le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, en expliquant que nous allons avoir recours de façon très ciblée, très légère, effectivement contractuelle. Parce que nous avons un sujet, effectivement, de personnel au sein de l'éducation nationale. Donc, nous allons avoir recours à des contractuels qui seront mieux formés, mais également mieux payés. Et ça a commencé dès maintenant pour préparer à la rentrée de septembre, justement. Oui, bon, et on verra la suite avec Pap Ndiaye. L'énergie, ça fait partie des urgences. Les 3 grands patrons de la distribution en France, de l'énergie, EDF, Engie et Total, disent et lancent un appel, une forme de SOS, pour qu'il y ait des économies maintenant pour éviter des délestages et des coupures cet hiver. Est-ce que le gouvernement va mettre en place en fait une stratégie, une campagne justement autour de ça ? Alors le sujet de la sobriété énergétique est un sujet économique, bien évidemment, un sujet d'approvisionnement, mais aussi et surtout un sujet environnemental. Et sur ces sujets-là, nous nous sommes déjà engagés au cours de ces 5 dernières années, notamment avec la rénovation des bâtiments pour lutter contre les passoires énergétiques. Nous avons commencé et nous allons amplifier cette démarche. Ensuite, pas plus tard que hier, le président de la République au sommet du G7 a annoncé que nous devons aussi travailler sur cette souveraineté énergétique. Pour nous, la France, mais aussi en européen, parce que nous devons réduire notre dépendance aux énergies fossiles qui ont aussi des implications diplomatiques que vous connaissez bien évidemment. Mais ça veut dire que cet été, ça va passer par des campagnes quand même, pour répondre à ma question, des campagnes de communication pour inciter les Français à être beaucoup plus sobres, à ne pas partir en vacances, c'est quoi? Non. Alors, à ne pas partir en vacances. Je sais pas, moi, mais parce que quand on dit, quand on lance en fait comme ça... Je pense qu'on peut être dans la nuance. Oui. Justement, le sujet de l'écologie, et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 5 ans et qu'on va continuer à faire, ne doit pas s'opposer aux Français, mais doit plutôt être accompagné. Et donc, oui, nous pouvons avoir une sobriété énergétique sur nos moyens de consommation, nos moyens aussi de déplacement, et ça, honnêtement, les Français l'ont parfaitement intégré. Oui. Ce week-end, à propos de l'IVG, la chef de file des députés La République En Marche, Aurore Bergé, a annoncé avoir déposé une proposition de loi constitutionnelle pour protéger l'accès à l'IVG. Évidemment, ça fait écho à ce qui s'est passé aux États-Unis en fin de semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment la priorité actuellement en France de débattre de ce sujet ? Est-ce que la priorité, c'est de défendre le droit des femmes? Ça sera toujours une priorité. Non, mais là, aujourd'hui, ça existe, quoi. Ce n'est pas remis en cause en France, si. Allez dire ça aux Américaines. Allez dire ça aux millions d'Américaines. Nous sommes en France, mais nous savons aussi que malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis se passe dans une 50aine d'autres pays du monde où on se disait, est-ce que c'est la priorité? Rappelons que le droit des femmes est par défaut un droit fragile. Ça ne doit plus l'être. Le président de la République déjà le disait en prenant la présidence de l'Union européenne. Il disait, nous voulons inscrire le droit à l'avortement dans les droits fondamentaux européens. Ce droit doit être protégé, pour nous, pour nos filles, pour nos petites filles. En ce moment, nous avons des Américaines qui vont se retrouver à faire des IVG qu'on dit clandestines et qui vont du coup risquer peut-être de mourir. Je pense que ces sujets ne doivent pas être mis sur le bas de la feuille. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rouvrir certaines fractures là, en relançant ce débat en France aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de problème pour l'instant en fait dans le pays, quoi? Alors s'il n'y a pas de problème dans le pays, écrivons-le dans le marbre et passons à autre chose. Ouais. Je pense que très très clairement, on ne peut pas passer notre temps à nous dire anticiper, et quand on le fait, de refuser qu'on le fasse. Il s'agit d'un sujet extrêmement important. Il ne s'agit pas de débattre du passé, mais de sanctuariser les avancées que d'autres femmes ont faites pour nous dans le passé et qui sont aujourd'hui remises en cause. Prisca Thévenot, demain, normalement, il y aura l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidente à l'Assemblée nationale. C'est Yaël Braun-Pivet, a priori, qui devrait être choisie. Est-ce qu'elle a les épaules pour diriger l'Assemblée nationale, qui promet d'être un peu électrique, quoi, pour reprendre un terme d'énergie, en fait, à l'instant? Yaël Braun-Pivet est une femme qui, au cours de ces 5 dernières années, a montré qu'on pouvait déjà faire de la politique sans en avoir fait toute sa vie. C'est une femme engagée, c'est une militante, c'est une mère de famille, et elle a vécu ce dernier quinquennat tambour battant, avec ses hauts, ses bas, mais elle n'a jamais lâché son engagement. Son engagement non pas pour elle, mais pour les Français. Elle a été présidente de la commission des lois, c'est une députée reconnue, c'est une femme de terrain plébiscitée. Je pense que nous avons aujourd'hui en Yaël Braun-Pivet la prochaine première présidente de l'Assemblée nationale qui sera au niveau. Elle sera aussi au niveau parce que nous serons là
tous ensemble, derrière elle, pour la soutenir et la renforcer. Et puis dernière question, ensuite il y aura le débat des commissions, des attributions. Qui pourrait avoir la commission des finances? Le Rassemblement national, qui est le premier groupe? La tradition veut que ce soit un groupe d'opposition. J'ai bien dit un groupe d'opposition. Maintenant, voyons comment vont avoir lieu les votes. Il est aussi de tradition que le groupe majoritaire ne prenne pas part au vote. Je pense que là, l'enjeu est de voir aussi les responsabilités des uns et des autres. Oui. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.